8h13 sur Europe 1. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marlène Schiappa. Bonjour Sonia Mabrouk. Effectivement, secrétaire d'État en charge de l'économie solidaire et de la vie associative, on va en parler. Mais la première question qui me vient à l'esprit ce matin est la suivante. Qui êtes-vous ? Mais écoutez, je suis Marlène Schiappa. Qui êtes-vous réellement ? Femme politique, people, objet de polémique, les trois à la fois ? Vous savez, moi j'ai lancé un podcast sur l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Le Monde avec, et la première question que je pose aux invités, c'est celle-là justement, c'est la même que vous, c'est qui êtes-vous ? Et je dis à chaque fois que c'est la question la plus difficile à laquelle on puisse répondre, parce que comment se définir ? Vous n'avez pas de réponse sur vous-même ? Si, j'ai une réponse, mais je peux me définir par mon état civil. Je m'appelle Marlène Schiappa, je suis née à Paris, je suis d'origine corse. Je peux me définir par ma profession, par mon activité. Je suis membre du gouvernement. Je suis aussi une maman de 2 enfants. Voilà, je ne sais pas si ça passionne beaucoup les auditeurs d'Europe 1. Mais vous venez d'accorder un entretien à Closer après avoir posé pour le magazine Playboy, ouais, avec l'effet que l'on sait, et pas uniquement. Vos choix médiatiques suscitent la controverse, Marlène Schiappa, dans les rangs, y compris du gouvernement. Est-ce que vous assumez tout ? Oui, bien sûr, mais vous savez, on est un gouvernement d'environ une quarantaine de ministres. C'est comme un orchestre, donc il y a une chef d'orchestre qui est la première ministre et chacun fait sa musique. Donc dans un gouvernement, vous jouez solo. vous avez... écoutez, quand vous écoutez un opéra, quand vous écoutez Carmen de Bizet, il y a différentes notes musicales simultanées. Vous avez des chœurs, vous avez des solistes, vous avez un violon qui fait une petite envolée à un moment. Donc voilà, l'important c'est que tout ça soit au service d'une même mélodie et donc d'un même projet, c'est-à-dire celui du président de la République. Alors des envolées ou des embardées, parce que certains au sein de la majorité veulent votre départ, dit-on, au prochain remaniement. Ils s'interrogent sur votre utilité, Marlène Schiappa. Ils se demandent en fait pour qui vous vous prenez. Je me prends pour Marlène Schiappa, c'est déjà beaucoup, mais en fait, pour répondre plus sérieusement, moi je suis là pour travailler au service des Français. Vous savez, depuis 2017, le système médiatico-politique est ainsi fait que moi c'est mon 3e ministère, c'est ma 6e année, mon 2e quinquennat. J'ai le grand honneur d'être au service des Français à la demande du président de la République depuis tout ce temps. Et c'est vrai que moi depuis 2017, pour paraphraser Dalida, ça fait bientôt 6 ans qu'on me dit que je passerai pas le printemps, mais que je suis toujours là à travailler. Vous savez, je serai dans une crèche associative. Alors pour vendredi. paraphraser Dalida, parole, est-ce que ce ne sont pas que des paroles ce matin ? Pourquoi vous dérangez tant, à votre avis ? Ce ne sont pas des paroles, puisque je travaille par exemple sur une loi pour simplifier la vie associative. On a lancé une grande consultation, on a eu plus de 15 000 retours. Les associations nous disent qu'en France, il y a encore trop de paperasse aujourd'hui. On travaille aussi, je vous le disais, sur la question de l'économie sociale et solidaire, qui est fondamentale. Pourquoi vous dérangez tant au sein du gouvernement ? Pourquoi vous faites de la politique autrement ? Vous faites une forme de politique qui est pipolisée, certains disent. Est-ce que vous reconnaissez que c'est une manière différente, peu institutionnalisée de faire de la politique au risque d'abaisser la fonction ? Je suis d'abord pas d'accord avec ça, dans la mesure où, par exemple, je ne mets pas de photos de mes enfants sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais donné leur prénom, je n'ai jamais posé avec mes enfants. En revanche, je suis exposée, donc parfois je suis prise en photo à mon insu dans des moments qui sont des moments personnels. Mais ensuite, je pense que c'est une manière différente de s'adresser aux Français, comme quand au moment des Gilets jaunes, je suis allée faire des émissions. Moi, ça a toujours été ma ligne, je vais partout. Je n'ai peur de rien et l'idée, c'est d'aller parler tant à la Convention des droits de valeurs actuelles qu'aux universités d'été de la France insoumise. Vous assumez ce grand écart ? C'est pas un grand écart pour moi, c'est vraiment parler à tout le monde. Il n'y a pas de sous-citoyen. Et vous savez, moi, dans la rue, les gens viennent toujours me voir, me demander des photos, me dire un petit mot gentil, me dire on vous a vu à tel endroit, vous êtes courageuse, tenez bon. Même s'ils me disent parfois, je suis pas toujours d'accord avec vous, mais au moins, on a quelqu'un qui est proche de nos préoccupations, qui est une mère de famille, qui comprend ce qu'on dit, et je pense que ça m'est crédité. Enfin, je l'espère. Oui. Est-ce que tous ces choix sont validés par Matignon ? Est-ce que vous avez le tampon de l'exécutif quand vous faites un entretien à Closer, quand vous posez dans Playboy et d'autres évidemment ? Est-ce que vous avez écoutez, moi je suis auprès de la Première ministre, donc oui, il y a un dialogue permanent avec la Première ministre et elle parle essentiellement des sujets de fond. Vous savez, Elisabeth Borne, c'est une femme d'État. Vos relations sont bonnes, tout va très bien. Honnêtement, d'abord, nos relations sont bonnes et 2, ce sont des relations de travail et la Première ministre, c'est une Première ministre exigeante qui souhaite que toute son équipe soit au travail. Je vous parlais de l'économie sociale et solidaire. On travaille par exemple sur des contrats impact qui sont une nouvelle manière de financer de l'innovation sociale avec de l'argent public et de l'argent privé. Et la Première ministre a des niveaux d'exigence élevés. Elle a bien raison de les avoir et je tâche d'y répondre au mieux. Et on va en parler, c'est quand même le but de cet entretien. Oui. Mais reconnaissez que ce matin, avec Marlène Schiappa qui accorde un entretien
entretien à Closer et Bruno Le Maire qui n'hésite pas à mettre en avant les passages érotiques de son livre, on se demande à quoi ressemble ce gouvernement. Est-ce que la question est légitime ? Moi, vous savez, je pense que je vous le disais, je pense qu'il faut parler à tout le monde et je l'ai toujours fait. C'est pas la première fois que je donne une interview à Closer. Je pense que c'est la 4e ou la 5e. Vous avez des gens qui lisent aussi ces magazines, qui n'écoutent pas les émissions politiques, qui ne vont peut-être pas écouter des matinales avant d'aller travailler et qui ont aussi le droit d'être informés sur les positions du gouvernement ou de vouloir mieux connaître les ministres. On ne peut pas à la fois reprocher aux ministres d'être trop techno, de ne pas imprimer, de ne pas réussir à porter des sujets et en même temps de trop imprimer quand c'est le cas. Alors c'est un sujet sensible qui vient de vous être confié autour de la relance de la natalité. Voilà un sujet clivant en tous les cas pour certains. Des propositions sont attendues, Marlène Schiappa, pour encourager la natalité française. D'abord, pourquoi vous travaillez sur ce sujet ? Est-ce qu'il s'agit d'assurer la pérennité de notre modèle social ? C'est ça qui est en jeu ? D'abord, je fais des propositions parmi beaucoup d'autres. Comme vous l'avez dit, je ne vais pas me faire des ennemis ce matin et qu'on dise Marlène Schiappa s'arroge le sujet de la natalité. Donc c'est un sujet commun et collectif. L'Élysée nous a demandé de formuler des propositions. Et moi, ça fait des mois que je travaille sur ce sujet. J'en avais abordé la question avec différents cadres de notre parti politique et avec l'Élysée. Donc oui, je formule des propositions. J'ai présidé 10 ans un réseau de mères de famille. Donc j'ai écrit de nombreux livres sur la question de la maternité, de la grossesse, etc., de la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Moi, je suis convaincue qu'on ne prend pas le sujet de la natalité par le bon bout dans le débat public. Alors, quel serait le bon bout ? Très souvent, on entre dans la question relance de la natalité par la question des allocations. Mais je crois qu'il n'y a aucun couple qui fait un tableur Excel en se disant si on a 34,17 € de plus, là, on va y aller, on fait le petit deuxième. Je pense au contraire qu'il y a d'abord une question de confiance dans la société. Vous savez, c'est la philosophe Eliette Abécassis, dans Un heureux événement, qui dit qu'on fait des enfants pour plusieurs raisons qui sont intimes et philosophiques. L'amour, l'ennui, la peur de la mort, mais aussi la confiance dans l'avenir. Mais reconnaissez qu'une politique familiale, dynamique, facilite la relance de la natalité. Vous avez complètement raison, mais je pense qu'une politique familiale dynamique, c'est pas uniquement distribuer un carnet de chèques, sortir le carnet de chèques et distribuer des allocations. Je pense que on en a plus les moyens déjà. Quand on lit Le Parisien ce matin avec l'alerte de Pierre Moscovici. Mais vous savez, quand on regarde les jeunes générations, les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, ils nous parlent beaucoup d'éco-anxiété. Alors c'est quelque chose qui touchait moins nos générations, mais il faut les écouter, ces jeunes qui disent je veux pas d'enfants parce que j'ai peur pour l'avenir de la planète. Donc je pense que c'est important de s'emparer de ce sujet. Ensuite, il y a toutes les questions traumatiques autour de la maternité. Les fausses couches, l'infertilité, les FIV, les délais de la PMA. Je suis convaincue que si on prend en charge un certain nombre d'événements qui peuvent être vécus comme traumatiques par les femmes, eh bien on réduit ensuite le délai pour elles pour pouvoir se lancer dans une nouvelle grossesse. Et Marlène Schiappa, pour assurer l'avenir démographique de la France et préserver donc ce modèle social, il y a deux voies. Il y a la natalité et l'immigration. Ouais. Vous optez pour quelle voie ? Non, mais je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Vous faites du en même temps. Oui, absolument. C'est pas étonnant. Mais moi, je crois vraiment, vous savez, je pense que la natalité, il ne faut pas laisser le sujet de la natalité à la seule extrême droite. Je pense que c'est un sujet fondamental. Pourquoi ce serait l'extrême droite qui aurait le monopole de ce sujet ? D'autres en parlent, la droite. Vous avez raison, mais très souvent, c'est un sujet qui est mis en avant par l'extrême droite. Et moi, je pense que politiquement, il faut assumer de vouloir parler de relance de la natalité. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Et c'est important de soutenir les choix individuels de chacun, mais également un projet de société visant à dire qu'une société qui a confiance, c'est aussi une société qui fait des enfants. Et je pense que faire des enfants, c'est un signe de bonne santé pour une société. Vous entendez ce que dit déjà Sandrine Rousseau ? Elle a d'ailleurs l'habitude de rétorquer cela. Lâchez nos utérus. Que lui répondez-vous ? Mais je pense qu'on n'est pas dans une société qui serait une collection d'individus. Il y a aussi des projets collectifs dans une société. Donc il y a un choix personnel. Et moi, je défends bien sûr les droits sexuels et reproductifs, l'accès à la contraception, la planification familiale, l'accès à l'IVG. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Dans un projet de maternité choisi, on doit pouvoir accompagner aussi les femmes qui font le choix d'avoir des enfants. C'est le sens notamment, par exemple, du projet qui viserait à dire qu'on peut réduire les délais d'accès, notamment pour les couples qui veulent avoir accès à la PMA. Aujourd'hui, ce sont des délais assez longs, des démarches parfois psychologiquement difficiles. Je parlais de la question de l'infertilité qui reste tabou, mais aussi de l'accompagnement. Je pense que les pères de famille, les futurs pères, pourraient être mieux accompagnés qu'ils ne le sont. Un grand projet autour des 1000 premiers jours avait été lancé par mon ancien collègue Adrien Taquet, qui avait permis justement de programmer cet accompagnement à la parentalité. Je pense qu'on peut encore aller plus loin sur cet accompagnement. Alors, autre sujet, Marlène Schiappa, vous serez demain à Marseille là, pour parler d'autre chose, un événement associatif et plus largement des métiers de l'associatif. Marseille, la ville qui vient de connaître sa énième fusillade, 21 morts depuis le début de l'année. Je ne fais aucun lien avec d'autres sujets, mais ce matin, c'est aussi une actualité tragique et dramatique au CHU de Reims avec cette infirmière dont on a appris le
le décès tout à l'heure. Il y a aussi le contexte de ce qui s'est passé, évidemment, avec ces 3 policiers, jeunes policiers qui sont morts dans un accident de la route. Ce discours que vous allez tenir, est-ce qu'il peut être entendu dans un tel climat de violence et certains disent d'abandon de la part de l'État? Mais d'abord, je veux avoir bien sûr une pensée, non seulement pour cette infirmière dont le ministre de la Santé nous apprend le décès ce matin, mais aussi pour ces 3 policiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va présider un hommage à ces 3 policiers en fin de semaine. Et si vous me le permettez, pour avoir passé un peu plus de 2 ans au ministère de l'Intérieur, je veux avoir aussi une pensée pour l'ensemble des policiers et des gendarmes qui sont ces héros du quotidien et qui, au péril de leur vie, nous protègent et assurent notre sécurité. Je pense que nous leur devons le respect et c'est fondamental dans le débat public. Quand vous dites oui, nous leur devons le respect, c'est-à-dire que certains manquent de respect à leur égard. Oui, je trouve que dans le débat public, une certaine frange, notamment de l'extrême gauche, manque de respect à ceux qui représentent l'ordre républicain et à notre police républicaine. Quelle frange précisément? Je parle de les propos de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à cet égard, ont souvent été très ambigus. Et de certains, pas tous, mais certains élus ou représentants de la France insoumise qui blâment les policiers. Vous savez, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai travaillé sur la prévention du suicide chez les policiers, à la demande du ministre de l'Intérieur. Et j'étais frappée de rencontrer des familles dont les enfants m'ont dit « Moi, je ne dis pas à l'école que mon papa est policier. Parce que si je dis que mon papa est policier, je vais être menacée, harcelée, pris à partie. » Une dame qui était gendarme et qui me disait dans la rue, quand je me promène, si je croise ma fille, je lui ai dit de ne pas venir me saluer quand je suis en tenue parce que je ne veux pas qu'elle soit identifiée. Ce sont des sujets graves. Alors le ministre de l'Intérieur travaille et défend les forces de l'ordre d'arrache-pied. Je veux dire d'ailleurs qu'ils sont en première ligne sur la question des violences conjugales. Vous savez qu'il y a 400 000 interventions par an sur ce sujet. Donc je pense que c'est fondamental d'avoir une pensée pour les forces de l'ordre tout au long de l'année et en dehors des drames également. Marlène Schiappa, la commission d'enquête au Sénat chargée de faire toute la lumière sur les modalités du fonctionnement du fonds Marianne a commencé ses travaux. Il y a plusieurs jours, le parquet national financier avait déjà ouvert une information judiciaire après des articles évoquant une gestion opaque des subventions accordées dans le cadre de ce fonds que vous aviez lancé. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Mais écoutez, d'abord, moi je veux être très claire parce que beaucoup de choses fausses ont été dites et comme on dit, la diffamation prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Il y a encore quelques semaines, certains faisaient des tweets ou même des titres d'articles, encore pire, sur des informations, sur la base d'informations non vérifiées, avec des dépêches mal écrites et vite recopiées dans lesquelles on m'accusait de détournement. Si on lisait les articles, on avait l'impression que j'avais ramassé 2,5 millions d'euros, que j'étais partie avec ou que je les avais distribués à des amis. Il est démontré aujourd'hui que je n'ai aucun ami parmi aucun lauréat du fonds Marianne. Ce n'est même plus une question qui se pose puisque c'est démontré. Donc ceci est balayé. Il est démontré que je n'ai évidemment pas pris le moindre centime d'euro. Donc je tiens à être claire là-dessus parce que j'ai été diffamée dans cette affaire. Donc c'est fondamental de rétablir la réalité. Ce sont 2 choses différentes de poser la question, de se dire est-ce qu'au sein d'une association qui a touché des subventions, il y a eu des dysfonctionnements, ou de dire Marlène Schiappa en mettant mon nom, ma photo et des mots-clés comme détournement, mais donc argent, un fonds millions, que vous etc. aviez lancé, vous ne savez pas ce qu'il est devenu. En gros, vous dites tout ce qui va être découvert n'est pas de mon ressort, ne relève pas de mon ressort. Pas du tout. D'abord, moi, je salue l'ouverture de la commission d'enquête du Sénat. J'ai le plus profond respect et une grande confiance pour ce travail qui est mené, qui est très sérieux, avec des auditions longues et précises menées par Monsieur le Président Reynal et Monsieur le rapporteur Husson. Et ensuite, ils devront faire un retour d'expérience pour nous dire s'il y a eu des dysfonctionnements après avoir entendu tout le monde. C'est grave, quand même. C'est des irrégularités dans l'attribution de subventions, éventuellement des procédures de désignation rapide, une opacité autour de structures choisies, de montants alloués, des contenus défavorables aux opposants politiques. Pas du tout. Je veux répondre à cela. D'ailleurs, ça a été démontré sur les contenus défavorables. On accuse une association d'avoir fait des vidéos contre Madame Hidalgo. Il est démontré que cette association a fait aussi des vidéos contre Monsieur Véran, contre Monsieur Darmanin, contre le Président de la République et même contre moi-même. Donc il n'y a pas de commande politique pour critiquer Anne Hidalgo. Ce sont des vidéos sur l'esprit critique des jeunes qui critiquent l'ensemble de la classe politique, incluant moi-même. Donc on voit à quel point c'est ubuesque cette accusation. J'en suis pas à payer des associations pour qu'elles me critiquent. Ensuite, sur la question de l'opacité, il y a une décision du CIPDR de ne pas rendre publiques les associations lauréates pour les protéger. Parce que, et je me permets de dire que vous le savez très bien, Sonia Mabrouk, pour être vous-même une des personnalités courageuses qui donnait de la voix sur ces sujets, quand on prend la parole sur les questions de lutte contre la radicalisation, sur les questions de laïcité, on est très souvent menacé, voire menacé de mort. Et donc le CIPDR avait décidé de ne pas rendre publique la liste de ces associations. Ensuite, faire croire que derrière ce serait de l'opacité, c'est de la manipulation. Puisque vous parlez de ces personnalités, c'est l'occasion de rendre hommage à l'une d'elles qui était ici à votre place il y a quelques jours. Il s'agit de la chercheuse au CNRS, Florence Bergeau-Blaclair, qui est l'auteur de ce livre sur les réseaux fréristes. Et sur les frères musulmans, tout à fait.
surtout elle d'un grand courage et merci de le saluer Marlène Schiappa. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Merci beaucoup.